2 semaines avant le mariage qu'elle avait passé près d'1 an à planifier, Camille rentra chez elle sans prévenir personne. Après des mois passés à Montréal pour achever ses recherches doctorales, elle voulait surprendre Antoine par une visite inattendue, imaginant son sourire lorsqu'il ouvrirait la porte et réaliserait qu'elle était revenue plus tôt que prévu. Sa valise portait encore l'odeur des aéroports et des villes lointaines tandis qu'elle déverrouillait doucement l'appartement du quartier du Marais qu'ils avaient choisi ensemble. Chaque détail à l'intérieur reflétait l'avenir qu'elle avait soigneusement construit pour eux. Les faire-part de mariage élégamment disposés sur la table basse, les échantillons de lin pour la réception au château, les plans de table écrits à la main et les notes sur les compositions florales et la musique de chambre. Pendant un bref instant, elle crut qu'Antoine avait secrètement préparé leur grand jour, et son cœur s'attendrit à cette pensée. Cette illusion vola en éclats à l'instant où elle remarqua que quelque chose ne allait pas. Sa veste était jetée négligemment sur le canapé. Un parfum sucré peu familier flottait dans l'air, et un silence inquiétant remplissait l'appartement. De la chambre vint le son ténu d'un rire étouffé, une voix qu'elle reconnut immédiatement. Son pouls ralentit au lieu de s'accélérer, comme si son esprit refusait d'accepter ce que son instinct comprenait déjà. Pas à pas, elle marcha vers la porte de la chambre à moitié fermée. Chaque mouvement était calme, délibéré et incroyablement lourd. Lorsqu'elle poussa la porte, la vie qu'elle avait imaginée disparut en un seul battement de cœur. Antoine restait pétrifié à côté du lit, sa chemise à moitié boutonnée, tandis que Sandrine, la plus proche amie de Camille et sa confidente de toujours, ramenait désespérément la couette autour d'elle. La pièce tomba dans un silence complet alors que tous trois se fixaient. Camille ne cria pas et ne pleura pas. Elle regarda simplement les 2 personnes qu'elle avait le plus aimées et réalisa qu'ils lui mentaient depuis bien avant ce moment. Chaque discussion sur le mariage, chaque rire partagé, chaque promesse semblait désormais contaminée par la trahison. Sandrine fut la première à parler, sa voix tremblante cherchant des excuses, insistant sur le fait que tout était une erreur et suppliant Camille de ne pas mal interpréter ce dont elle était témoin. Antoine la rejoignit rapidement, affirmant qu'il pouvait expliquer, plaidant pour quelques minutes seulement afin de raconter sa version de l'histoire. Leurs paroles désespérées se mélangeaient en un bruit insignifiant. Camille écouta sans interrompre, mais plus il parlait, plus il devenait clair qu'aucune explication ne pourrait effacer l'image devant ses yeux. Il n'y avait plus rien à mal interpréter. Plutôt que de gaspiller sa dignité dans la colère, elle retourna tranquillement dans le salon, ramassa l'organisateur de mariage et commença à passer des appels téléphoniques l'un après l'autre. Elle annula la réservation du domaine, le fleuriste, le photographe, la maison de couture pour sa robe, le service de traiteur et chaque arrangement restant avec un professionnalisme glacial. Chaque appel terminé effaçait une autre pièce de l'avenir dont elle avait rêvé. Antoine essaya de l'arrêter, cherchant à lui prendre la main et insistant sur le fait qu'il pouvait encore tout arranger, mais elle s'écarta avant qu'il ne puisse la toucher. Sandrine continuait de pleurer, suppliant Camille de ne pas jeter des années d'amitié à cause d'une seule erreur terrible. Pourtant, Camille resta sereine. Elle comprenait que le mariage lui-même ne valait plus la peine d'être sauvé car la confiance qui le soutenait s'était déjà effondrée. Une fois que chaque réservation fut annulée, elle retourna dans la chambre seulement le temps de récupérer son passeport, ses documents importants et ses effets personnels. Alors qu'elle fermait sa valise, son téléphone vibra avec un courriel qu'elle avait presque oublié. C'était la confirmation finale d'une prestigieuse bourse de recherche internationale à Genève pour laquelle elle avait postulé discrètement des mois plus tôt. Jusqu'à ce moment, elle avait considéré cette opportunité comme une expérience académique temporaire avant de commencer sa vie de femme mariée. Désormais, cela devenait la porte d'entrée vers un avenir entièrement différent. Sans hésitation, Camille accepta l'offre, confirmant qu'elle était disponible pour partir immédiatement. Ne portant rien d'autre que l'essentiel et la détermination de protéger ce qui restait de son respect de soi, elle marcha vers la porte de l'appartement. Antoine la supplia de ne pas disparaître et promit qu'il pourrait discuter une fois les émotions apaisées, mais Camille ne se retourna jamais. Elle lui dit simplement que certaines trahisons deviennent plus laides à chaque explication et que le silence était la seule réponse qu'il méritait. Quelques instants plus tard, les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, mettant fin non seulement à des fiançailles mais à un chapitre entier de sa vie. Avant l'aube, Camille embarqua sur un vol pour la Suisse,
laissant derrière elle l'appartement, le mariage, les personnes qui l'avaient trahi et la femme qui avait cru un jour que l'amour seul suffisait à construire un avenir durable. Camille quitta le pays avant l'aurore, emportant seulement une seule valise et la certitude douloureuse qu'il n'y avait rien qui vaille la peine de revenir. Alors que l'avion s'élevait au-dessus de la ville endormie, elle garda son téléphone éteint, refusant de lire les innombrables messages qui l'attendaient sans doute. Elle savait que si elle écoutait la voix d'Antoine ou voyait le nom de Sandrine apparaître sur son écran, la résolution qu'elle avait si durement construite pourrait commencer à se fissurer. Au lieu de cela, elle regarda par le hublot tandis que les lumières de Paris disparaissaient lentement sous les nuages. Elle ne fuyait pas un chagrin d'amour. Elle marchait vers le seul avenir qui lui appartenait encore. Sa bourse de recherche était soudainement devenue plus qu'une opportunité académique. C'était une bouée de sauvetage, lui offrant un endroit où personne ne la connaissait comme la mariée dont le mariage s'était effondré avant même de commencer. Au moment où l'appareil atterrit à Genève, Camille s'était fait une promesse, elle ne permettrait jamais à la trahison qu'elle avait subie de définir le reste de sa vie. Les premiers mois à l'étranger furent bien plus difficiles qu'elle ne l'avait imaginé. Les rues inconnues, le froid hivernal et la pression constante de ses recherches de pointe rendaient chaque jour accablant. Pendant la journée, elle s'immergeait dans les séminaires, les travaux de laboratoire et les lectures interminables, espérant que l'épuisement ferait taire ses pensées. La nuit, cependant, la solitude s'immisçait dans le petit studio qu'elle louait près de l'université. Il y avait des soirs où elle restait assise seule près de la fenêtre, avec un repas intact refroidissant sur la table, car chaque souvenir lui rappelait l'avenir qu'elle avait perdu. Elle se réveillait souvent d'un sommeil agité après avoir rêvé que rien ne s'était passé, pour se souvenir de la vérité quelques instants plus tard. Plus d'une fois, elle tendit la main vers son téléphone, tentait de chercher le nom d'Antoine ou de relire de vieilles conversations qu'elle n'avait jamais supprimées. Chaque fois, elle se forçait à s'arrêter. Elle comprenait que la guérison ne pourrait pas commencer si elle continuait à regarder en arrière. Le carnet qu'elle portait partout se remplissait progressivement de rappels écrits à elle-même plutôt que de notes de recherche. Les jours difficiles, elle relisait les mêmes 3 phrases à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elles deviennent plus fortes que son chagrin. Ne l'appelle pas. Ne demande pas pourquoi. Et ne retourne jamais à l'endroit qui t'a brisé. Tout commença à changer lorsqu'elle rencontra le professeur Jean-Pierre Valois, le célèbre scientifique dirigeant le programme avancé sur les matériaux de conservation. Contrairement à de nombreux professeurs qui jugent les étudiants uniquement par leurs résultats, le professeur Valois reconnut la détermination de Camille bien avant de remarquer son talent. Il exigeait l'excellence de chacun dans son laboratoire, mais ne humiliait jamais ceux qui échouaient. Au lieu de cela, il les mettait au défi de s'améliorer par la discipline et la persévérance. Camille devint rapidement l'une de ses chercheuses les plus dévouées. Il lui confia des projets de plus en plus complexes impliquant des matériaux de préservation historique et la restauration structurelle, lui faisant confiance pour résoudre des problèmes que même des chercheurs expérimentés peinaient à comprendre. Bien qu'elle parlât rarement de sa vie personnelle, le professeur Valois sentait qu'elle portait des fardeaux invisibles bien plus lourds que la pression académique. Plutôt que de poser des questions inconfortables, il lui donnait simplement des occasions de faire ses preuves. Dans le laboratoire, Camille découvrit lentement quelque chose qu'elle avait presque oublié après la trahison, la confiance construite par le travail acharné pouvait remplacer la confiance qui dépendait autrefois de l'amour d'une autre personne. Malgré tout, le succès n'arriva pas facilement. Des expériences échouèrent à plusieurs reprises. Des demandes de subventions furent rejetées, et des mois de recherche se soldèrent parfois par des résultats décevants. Camille restait souvent au laboratoire bien après que tout le monde soit rentré chez soi, déterminée à trouver des réponses cachées dans des données erronées plutôt que d'accepter la défaite. La pression financière ajoutait une autre couche de stress. Les bourses couvraient les frais de scolarité, mais les dépenses courantes exigeaient un budget serré. Elle apprit à économiser chaque euro, évitant les achats inutiles et travaillant à temps partiel dès que son emploi du temps le permettait. Il y eut des semaines où elle se demanda si elle avait pris la bonne décision en laissant tout derrière elle. Pourtant, chaque obstacle qu'elle surmontait renforçait sa résilience. Contrairement à la vie qu'elle avait prévue avec Antoine, rien dans le laboratoire ne pouvait être résolu par des promesses seules. Le progrès dépendait entièrement de la patience, de la discipline et de la persévérance. Lentement,
Camille réalisa que se reconstruire n'était pas si différent de réparer des structures historiques endommagées. Les fondations les plus solides étaient souvent créées seulement après que les parties les plus faibles eussent été retirées. Parmi les chercheurs travaillant sous la direction du professeur Valois se trouvait Étienne, un chercheur post-doctoral calme, connu pour sa patience remarquable et sa personnalité posée. Contrairement à d'autres qui partageaient avec empressement des histoires personnelles pendant les pauses café, Étienne ne pressa jamais Camille d'expliquer la tristesse qu'il remarquait occasionnellement derrière son expression composée. Au lieu de cela, il offrait son aide de petites manières attentionnées qui ne la faisaient jamais se sentir redevable. Lorsque les expériences se prolongeaient tard le soir, il laissait un café devant son espace de travail sans interrompre sa concentration. Si elle oubliait de manger, il plaçait discrètement un dîner sur son bureau avant de retourner à son propre travail. Lorsqu'elle était frustrée après un autre échec, il lui rappelait que le progrès scientifique se mesurait par la persévérance plutôt que par la perfection. Sa gentillesse n'exigeait jamais rien en retour. Et pour cette raison, Camille s'autorisa progressivement à lui faire confiance. Il n'essaya jamais de la sauver de son passé. Il restait simplement à ses côtés, offrant un soutien constant jusqu'à ce qu'elle trouve la force d'avancer par elle-même. Au fil des années, Camille se transforma en l'une des chercheuses les plus respectées du programme. Ses études produisirent des solutions innovantes qui attirèrent l'attention des cercles académiques, menant à des articles publiés, des subventions de recherche et des invitations à des conférences internationales. La jeune femme peu sûre d'elle qui mesurait autrefois son avenir à travers des plans de mariage disparut lentement, remplacée par une scientifique confiante dont la réputation reposait entièrement sur ses propres accomplissements. Ses collègues admiraient son professionnalisme. Les étudiants cherchaient ses conseils, et le professeur Valois l'introduisait fièrement comme l'une des chercheuses les plus brillantes qu'il ait jamais encadrées. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Camille souriait sans se forcer. Elle ne pensait plus à la survie chaque matin. Au lieu de cela, elle se concentrait sur la découverte, son but et les possibilités qui l'attendaient. La douleur de la trahison n'avait pas complètement disparu, mais elle était devenue seulement un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste au lieu d'être le titre de sa vie. Pendant que Camille se reconstruisait discrètement à l'autre bout du continent, Antoine découvrait lentement ce qu'était une véritable perte. Au début, il se convainquit qu'elle avait simplement besoin de temps pour se calmer et qu'elle finirait par répondre à ses appels. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Chaque tentative pour la contacter échoua. Son numéro restait déconnecté. Ses courriels ne recevaient jamais de réponse. Et chaque ami commun admettait n'avoir aucune idée de l'endroit où elle était partie. Il contacta des universités, d'anciens camarades de classe et des connaissances professionnelles, espérant que quelqu'un révélerait sa localisation, mais Camille avait effacé chaque piste menant à elle. Avec les années, Antoine bâtit une carrière prospère. Pourtant, chaque réussite lui semblait étrangement vide car la personne avec qui il voulait la partager avait disparu complètement de sa vie. C'est seulement alors qu'il comprit que Camille n'était pas partie pour le punir. Elle avait simplement choisi un avenir où il n'existait plus. 5 années passèrent tranquillement, mais elles transformèrent Camille d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La femme timide qui mesurait autrefois le bonheur par les invitations de mariage et les arrangements floraux n'existait plus. À sa place se tenait la docteure Camille Roche, une spécialiste respectée en conservation des matériaux dont le travail avait reçu la reconnaissance des plus grandes institutions de recherche mondiale. Elle traversa le terminal des arrivées internationales de l'aéroport Charles de Gaulle avec la confiance sereine de quelqu'un qui était exactement là où il devait être. Son manteau noir était coupé avec une élégance sobre, sa posture droite, son expression posée. Il n'y avait aucune trace du chagrin qui l'avait autrefois poussé à prendre un vol de nuit. Au lieu de cela, ses pensées étaient occupées par ses calendriers de recherche, ses réunions à venir et la responsabilité de diriger un projet majeur de conservation du patrimoine qu'il avait ramené en France. Son téléphone vibra avec un autre message d'Étienne lui rappelant de se reposer avant de se présenter à l'Institut le lendemain matin. Camille sourit légèrement en répondant qu'elle le ferait. L'aéroport n'était qu'une étape de plus entre deux destinations, rien de plus. De l'autre côté du terminal, Antoine venait de terminer de raccompagner un partenaire d'affaires international. 5 ans l'avaient changé lui aussi, bien que pas de la même manière. Son entreprise s'était agrandie.
Sa réputation avait grandi, et le succès l'entourait dans tous les sens mesurables. Pourtant, sous son costume de luxe et son apparence composée vivait un homme qui avait passé des années à porter un regret qu'il ne pourrait jamais effacer. Alors qu'il se tournait vers la sortie, ses yeux se posèrent sur une silhouette familière marchant dans la foule. Le temps sembla s'arrêter. Pendant un bref instant, il se convainquit qu'il se trompait. Mais la façon dont elle se tenait, la confiance tranquille dans chaque pas et le profil inimitable de son visage ne laissaient aucune place au doute. C'était Camille, la femme qu'il avait cherchée à travers les continents sans jamais la trouver. Avant que la raison ne puisse l'arrêter, il abandonna tout le reste et marcha directement vers elle. Camille, elle leva les yeux au son de son nom. Une lueur de reconnaissance traversa son visage pendant une seconde seulement avant de disparaître complètement. Il n'y avait pas de colère, pas de surprise, et certainement pas d'affection. Elle reconnut simplement qu'il existait de la même manière qu'elle pourrait reconnaître un étranger rencontré des années plus tôt. Elle ajusta la poignée de sa valise et continua de marcher. Antoine se précipita jusqu'à se tenir directement sur son chemin. « Tu es revenu, dit-il, luttant pour stabiliser sa respiration. « Je suis revenu après 5 ans. C'est tout ce que tu as à dire. » Camille croisa son regard calmement. « Est-ce que tu attendais des applaudissements ?» Son expression se crispa. « Je t'ai cherché partout. J'ai appelé tous ceux qui auraient pu savoir où tu étais. Je suis allé à Genève. J'ai contacté les universités. Tu as disparu sans un seul mot. » Elle resta silencieuse. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi es-tu parti sans me laisser m'expliquer ?» Un léger sourire apparut sur les lèvres de Camille, mais il n'y avait aucune chaleur derrière lui. « Tu voulais une explication. J'en méritais une. » « Non, » répondit-elle doucement. « Tu voulais le pardon avant même d'avoir accepté ce que tu avais fait. » Antoine baissa la voix. « Camille, je sais que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Je sais que je t'ai trahi. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais laisse-moi au moins tout te dire. » Elle croisa les bras. « Tout. Oui. La partie où tu m'as trompé avec ma meilleure amie. » Son visage pâlit. « La partie où vous vous teniez tous les deux dans notre chambre en essayant de me convaincre que je n'avais pas vu ce qui était juste devant moi. » Il ouvrit la bouche mais ne parvint pas à répondre. « La partie où j'ai annulé chaque réservation de mariage pendant que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance me suppliaient de penser aux sentiments de tout le monde sauf aux miens. »« S'il te plaît, » murmura-t-il. « Non, Antoine. » Sa voix resta parfaitement stable. « Tu ne cesses de parler d'explications, mais expliquer quoi? Que c'était compliqué. Que tu étais confus. Que cela n'est arrivé qu'une fois. Aucune de ces réponses ne change ce que j'ai vu ce soir-là. Je l'ai regretté immédiatement. Moi aussi. » Il fronça les sourcils. « J'ai regretté d'avoir cru quelqu'un qui n'a jamais mérité ma confiance. » Le silence s'installa entre eux alors que les voyageurs continuaient de passer sans prêter attention. « J'ai vécu avec ce regret chaque jour, » admit Antoine. « Et j'ai vécu avec les conséquences. J'ai tout arrêté avec Sandrine. C'était ta responsabilité. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Camille le regarda avec une incrédulité tranquille. « Tu as découvert l'amour après l'avoir perdu. » Ses épaules s'affaissèrent. « Je sais que je ne mérite pas le pardon. »« Non, » répondit-elle. « Tu ne le mérites pas, » il déglutit péniblement. « Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Vivre avec tes choix. » Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient revus, Antoine baissa la tête, incapable de croiser ses yeux. « Je pensais que si je pouvais juste expliquer, peut-être que tu comprendrais. J'ai tout compris au moment où j'ai ouvert cette porte de chambre. » À cet instant, une autre voix intervint doucement derrière eux. « Docteur Roche. » Camille se retourna immédiatement. Étienne s'approcha à travers la foule, portant son habituel sourire calme. Habillé simplement d'un caban gris anthracite, il ne ressemblait en rien à l'image corporative polie d'Antoine. Pourtant, il émanait de lui une confiance tranquille qui venait du fait de savoir exactement qui il était. Il prit naturellement la valise de Camille. « Le professeur Valois m'a déjà appelé 3 fois, »
dit-il avec un sourire. Il a insisté pour que je m'assure que vous ne disparaissiez pas dans une autre réunion avant de prendre un peu de repos. Camille rit doucement. Il n'a pas changé. Pas même un peu. Étienne jeta un coup d'œil vers Antoine. J'espère que je n'interromps rien. Camille répondit avant qu'Antoine ne puisse parler. Non, nous venions de terminer. Antoine regarda Étienne puis Camille. Qui est-ce? Mon collègue, répondit Camille. Étienne sourit poliment et son ami. La confiance naturelle entre eux en disait bien plus que n'importe lequel d'entre eux ne l'aurait voulu. Il n'y avait pas de gêne, pas d'incertitude, et pas besoin de démonstration dramatique d'affection. Antoine réalisa immédiatement qu'Étienne respectait Camille d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Il attendait ses réponses au lieu de les exiger. Il se tenait à ses côtés plutôt que d'essayer de se tenir devant elle. La voix d'Antoine devint presque désespérée. « Est-ce que tu es revenu pour moi ?» Camille le regarda une dernière fois. « Je suis revenu parce que l'Institut national m'a invité à diriger l'un des projets de conservation les plus importants du pays. » Elle fit une pause avant de continuer. « Mon mentor croit en mon travail. Mon équipe m'attend. Mon avenir est ici. » Puis elle prononça les mots qui mirent définitivement fin à tout entre eux. « Je n'ai pas traversé un continent pour me venger. Tu n'es plus assez important pour être ma raison. » La phrase frappa plus fort que n'importe quelle accusation. Sans un autre regard, Camille se tourna vers la sortie de l'aéroport aux côtés d'Étienne. La lumière de l'après-midi traversait les parois de verre alors qu'ils disparaissaient ensemble dans la foule. Antoine resta debout exactement là où elle l'avait laissé, regardant jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue. C'est alors seulement qu'il comprit pleinement la vérité qu'il avait refusé d'accepter pendant 5 ans. Camille n'avait jamais disparu pour le punir. Elle avait simplement construit une vie si riche de sens qu'il n'y avait plus de place pour l'homme qui avait autrefois détruit sa confiance. Au moment où Camille rejoignit officiellement l'Institut national de conservation du patrimoine, sa réputation avait déjà atteint de nombreux chercheurs de premier plan dans le pays. Des années de travail acharné, d'articles publiés, de technologies de restauration brevetées et de collaborations internationales réussies lui avaient valu un poste que peu de scientifiques de son âge pouvaient atteindre. Le matin de la conférence d'ouverture du projet, elle se tint devant une salle remplie de représentants du gouvernement, d'experts en préservation, d'ingénieurs et d'investisseurs privés. Portant un simple tailleur blanc et ne tenant qu'un dossier de notes soigneusement préparé, elle parla avec la confiance tranquille qui vient de la maîtrise de chaque détail de son travail. Au lieu de submerger l'auditoire avec un langage technique, Camille expliqua des concepts scientifiques complexes de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, gagnant le respect de personnes qui avaient initialement douté qu'une chercheuse aussi jeune puisse mener un projet d'importance nationale. Chaque question du panel reçut une réponse précise et réfléchie, soutenue par des années de recherche plutôt que par des opinions personnelles. À la fin de la présentation, la salle éclata en applaudissements sincères. Parmi les investisseurs assis vers le fond se trouvait Antoine. Il avait assisté à la réunion au nom de la division d'investissement de son entreprise sans savoir que Camille dirigerait le projet. Tout au long de la présentation, il bougea à peine. La femme se tenant avec assurance devant l'auditoire était presque impossible à concilier avec la fiancée qui s'était éloignée silencieusement de lui 5 ans plus tôt. Elle ne cherchait plus l'approbation, le réconfort ou l'affection. Elle imposait le respect par sa seule compétence. Lorsque la réunion fut terminée, Antoine s'approcha d'elle, espérant que leur histoire commune pourrait créer une conversation privée. Camille le salua poliment avec rien de plus qu'un simple « Bonjour Monsieur Roche ». Il n'y avait aucune hostilité dans sa voix, mais il n'y avait aucune familiarité non plus. Lorsqu'il l'invita à déjeuner sous prétexte de discuter du projet, elle l'informa calmement que toutes les questions relatives au projet devaient être traitées par les canaux officiels. Avant qu'il ne puisse continuer, Étienne apparut portant plusieurs rapports techniques. Camille le remercia, accepta les documents et s'éloigna aux côtés de son collègue sans un autre regard vers Antoine, le laissant seul avec la réalisation douloureuse qu'il n'était devenu qu'un contact professionnel parmi d'autres dans sa vie. Quelques jours plus tard, un visiteur inattendu arriva à l'Institut. Sandrine se tenait nerveusement dans la zone de réception,
serrant son sac à main comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre la protéger des conséquences de son passé. Le temps avait été bien moins clément avec elle qu'avec Camille. La confiance qui lui avait autrefois permis de trahir sa meilleure amie s'était transformée en épuisement et en une discrète désespération. Lorsque Camille accepta de la voir, Sandrine entra dans le bureau avec des larmes se formant déjà dans ses yeux. Elle parla de la façon dont sa vie s'était effondrée après l'annulation du mariage. Ses amis s'étaient progressivement éloignés, les employeurs remettaient en question son intégrité, et Antoine n'avait jamais construit de relation avec elle malgré tout ce qu'ils avaient sacrifié. Elle insistait sur le fait qu'elle avait déjà payé pour ses erreurs et suppliait Camille de recommander son entreprise de design pour l'un des contrats d'exposition liés au projet de conservation. Camille écouta sans interruption jusqu'à ce que Sandrine se taise enfin. Puis elle parla calmement. « Tu continues à décrire ta vie comme si une tragédie t'était tombée dessus. Ce n'est pas le cas. Ce sont des conséquences, pas de la malchance. » Sandrine essaya d'argumenter que tout le monde méritait le pardon après que suffisamment de temps soit passé. Mais Camille secoua doucement la tête. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on obtient simplement parce que la vie devient difficile. Tu as trahi quelqu'un qui te faisait entièrement confiance. Les opportunités que tu as perdues ne t'ont pas été volées. Tu les as abandonnées toi-même. L'expression de Sandrine passa lentement de la tristesse à la frustration lorsqu'elle réalisa que la sympathie n'aboutirait à rien. Camille se leva, signalant que la réunion était terminée. « Je ne te souhaite aucun mal, dit-elle calmement. Mais je ne te dois rien non plus. » Sans élever la voix ni montrer de colère, elle raccompagna Sandrine à la porte, la refermant doucement derrière elle. Incapable d'accepter le rejet, Sandrine choisit la vengeance. Quelques jours plus tard seulement, des articles anonymes commencèrent à apparaître en ligne, remettant en question les qualifications de Camille et suggérant que sa nomination en tant que chef de projet avait été influencée par des relations personnelles plutôt que par le mérite professionnel. Les rapports insinuaient que la société d'investissement d'Antoine avait secrètement garanti sa position et suggéraient que le professeur Valois avait fait preuve de favoritisme à cause d'une relation inappropriée avec son ancienne étudiante. Les réseaux sociaux amplifièrent rapidement les accusations et les spéculations se propagèrent plus vite que les faits. Des journalistes commencèrent à demander des interviews tandis que des utilisateurs anonymes se demandaient si Camille méritait vraiment la reconnaissance qu'elle avait reçue. Les membres de l'Institut craignaient que la controverse n'endommage la crédibilité de l'ensemble du projet de conservation. Étonnamment, Camille resta remarquablement calme. Elle refusa de répondre émotionnellement ou de se disputer publiquement avec des comptes anonymes. Au lieu de cela, elle rassembla discrètement chaque document lié à sa carrière académique. Elle collecta ses publications de recherche, ses enregistrements de brevets, ses approbations de subventions, ses présentations lors de conférences, ses évaluations de performance et les dossiers officiels documentant le processus de sélection compétitive de l'Institut. Pendant que les rumeurs continuaient de circuler, Camille se concentra sur la préparation des preuves plutôt que de se défendre par des déclarations colériques. Le professeur Valois admira sa retenue, disant à ses collègues que les vrais scientifiques répondaient aux accusations par des preuves au lieu de l'émotion. Lorsque tout fut organisé, Camille publia une déclaration publique détaillée par les canaux officiels de l'Institut. Plutôt que d'attaquer qui que ce soit personnellement, elle présenta simplement les faits. Elle publia son dossier académique complet, les évaluations par les pairs qui avaient soutenu sa nomination et des années de recherche publiées, démontrant pourquoi elle avait été choisie pour diriger le projet. Elle inclut également des documents montrant la chronologie exacte d'il y a 5 ans, les avis d'annulation de son mariage, la confirmation de sa bourse internationale et les registres de vol prouvant qu'elle avait quitté le pays seulement quelques heures après avoir découvert la trahison d'Antoine. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais eu l'intention de discuter de souvenirs personnels aussi douloureux, mais que les fausses accusations contre son intégrité professionnelle ne lui laissaient aucune alternative. L'Institut confirma immédiatement que chaque document était authentique. Le professeur Valois déclara publiquement que Camille avait mérité chaque réussite grâce à une capacité exceptionnelle et un dévouement inébranlable. Peu après, Antoine fit sa propre déclaration publique. Pour la première fois, il admit ouvertement qu'il avait lui seul détruit leur fiançailles par son infidélité.
Il accepta la pleine responsabilité d'avoir trahi Camille et exhorta le public à ne pas remettre en question ses accomplissements professionnels à cause de ses échecs personnels à lui. Des enquêteurs remontèrent bientôt les articles anonymes jusqu'à un employé travaillant pour l'entreprise de Sandrine. Les dossiers numériques et les transactions financières confirmèrent que Sandrine avait coordonné la campagne de dénigrement pour tenter de détruire la crédibilité de Camille. En l'espace de 48 heures, son employeur mit fin à son contrat pour conduite contraire à l'éthique, et chaque opportunité restante liée au projet national disparut. Camille ne célébra jamais ce résultat. Elle retourna simplement à son laboratoire le lendemain matin et continua de travailler comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit, convaincue que protéger sa réputation importait bien plus que de humilier quelqu'un qui avait déjà ruiné sa propre vie. Tout au long de la controverse, Étienne resta exactement comme il l'avait toujours été, stable, réfléchi et discrètement fiable. Il ne demanda jamais à Camille si elle était émotionnellement épuisée et ne la pressa pas de discuter de souvenirs douloureux qu'elle souhaitait manifestement laisser derrière elle. Au lieu de cela, il exprima son soutien par des gestes ordinaires qui devenaient progressivement extraordinaires par leur constance. Les matins où elle sautait le petit déjeuner avant des réunions importantes, il apparaissait avec un café et des pâtisseries l'attendant devant son bureau. Pendant les longues soirées au laboratoire, il laissait des plats chauds sur son bureau sans interrompre sa concentration. Lorsque des expériences difficiles échouaient à plusieurs reprises, il restait à ses côtés jusqu'à ce que les données finissent par avoir un sens. Si elle devenait frustrée, il n'offrait jamais d'encouragement vide. Au lieu de cela, il lui rappelait que chaque découverte significative était bâtie sur d'innombrables tentatives infructueuses. Camille réalisa lentement qu'Étienne n'essayait jamais de la sauver du passé ou de rivaliser avec lui. Il respectait simplement qui elle était devenue. Un soir de calme, après une autre journée réussie de tests sur le terrain, Étienne admit enfin que ses sentiments avaient grandi au-delà de l'amitié. Il parla prudemment, précisant qu'elle ne lui devait rien en retour et que leur partenariat professionnel resterait inchangé quelle que soit sa réponse. Camille le regarda un long moment avant de sourire doucement. « Je ne sais pas si je suis prête pour une autre relation », admit-elle honnêtement. Étienne hocha la tête sans déception. « Alors ne décide pas aujourd'hui. » Sa réponse la fit sourire encore plus. Après plusieurs instants de silence, Camille proposa quelque chose que ni l'un ni l'autre n'attendait. Et si on faisait une période d'essai de 3 mois? Étienne rit doucement. Comme l'évaluation d'un projet de recherche. Exactement, répondit-elle. Pas de pression, pas d'attente. Nous voyons simplement si nous sommes plus heureux en avançant ensemble. Étienne accepta immédiatement, comprenant que la confiance ne pouvait jamais être exigée. Elle devait être gagnée jour après jour. Plusieurs semaines plus tard, Antoine arriva à l'Institut pour une autre réunion d'investissement. La pluie tombait régulièrement à l'extérieur alors qu'il sortait de sa voiture et remarquait 2 silhouettes familières debout sous un grand parapluie près de l'entrée. Étienne avait positionné le parapluie presque entièrement au-dessus de Camille, laissant la pluie tremper un côté de sa propre veste à la place. Camille le remarqua immédiatement et tendit la main pour essuyer l'eau de son épaule tout en le grondant doucement pour s'être ainsi négligé. Étienne sourit simplement avant d'ajuster à nouveau le parapluie. C'était un geste si petit que la plupart des gens ne l'auraient jamais remarqué, mais Antoine ne pouvait pas détacher son regard. Pour la première fois, il comprenait la différence entre aimer quelqu'un et le respecter. Des années plus tôt, il avait considéré la dévotion de Camille comme acquise, supposant qu'elle resterait toujours à ses côtés, peu importe la négligence de son comportement. Étienne n'attendait rien. Chaque acte de gentillesse venait avec patience au lieu d'un sentiment de droit. À la fin de la réunion, Antoine rassembla enfin assez de courage pour approcher Camille une fois de plus. Il s'excusa à nouveau, insistant sur le fait qu'il avait changé et demandant s'il y avait ne serait-ce que la plus petite possibilité qu'il recommence. Camille écouta poliment avant de secouer la tête. « Prendre la responsabilité de ses erreurs est la bonne chose à faire, dit-elle doucement. Mais la responsabilité n'est pas un ticket de retour dans la vie de quelqu'un. » Antoine baissa les yeux. « Alors que dois-je faire de mon regret ?» Camille répondit sans hésitation. « Vis avec. La leçon t'appartient désormais, pas à moi. » Elle chercha la main d'Étienne et il l'accepta seulement après avoir vu qu'elle choisissait elle-même ce geste.
Ensemble, ils marchèrent vers l'entrée de l'institut tandis qu'Antoine restait debout sous la pluie. En les regardant disparaître, il comprit enfin la vérité qu'il avait refusé d'accepter pendant 5 ans. Camille n'avait jamais disparu pour le punir. Elle avait simplement construit une vie si pleine de sens qu'il n'y avait plus de place pour l'homme qui avait autrefois détruit sa confiance. Le projet de conservation du patrimoine atteignit son inspection finale par une brillante matinée d'automne, près d'1 an après le retour de Camille. Ce qui avait commencé comme une proposition ambitieuse était devenu l'une des réussites les plus célébrées de l'Institut. Des experts de tout le pays louèrent les techniques de restauration innovantes développées sous la direction de Camille. Tandis que les responsables du gouvernement annonçaient que le projet deviendrait un modèle pour les futurs programmes de préservation, des journalistes se rassemblèrent devant le site historique restauré. Impatients d'interviewer la femme dont les recherches avaient transformé des décennies de travail théorique en un succès concret. Se tenant devant les caméras, Camille accepta la reconnaissance avec une humble sérénité. Elle remercia son équipe de recherche, le professeur Valois, les ingénieurs et chaque technicien qui avait contribué d'innombrables heures au projet. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce qu'elle considérait comme la plus grande récompense pour toutes ces années d'efforts, Camille regarda le bâtiment restauré derrière elle avant de répondre avec un doux sourire. La plus grande récompense est de savoir que quelque chose de endommagé peut être renforcé sans prétendre qu'il n'a jamais été brisé. La restauration ne consiste pas à cacher les cicatrices. Il s'agit de leur donner la chance de soutenir à nouveau quelque chose de significatif. Ces paroles se propagèrent rapidement dans les journaux et les réseaux sociaux, touchant des gens qui voyaient bien plus qu'une réussite scientifique cachée dans sa réponse. Ce soir-là, une fois la célébration terminée, Étienne invita Camille à visiter la cour restaurée, où ils avaient passé d'innombrables après-midi à discuter des plans de recherche pendant le projet. Les sentiers de pierre familiers étaient calmes sous la lumière dorée du coucher de soleil, et une brise légère portait l'odeur des arbres en fleurs à travers l'espace ouvert. Camille supposa qu'il voulait simplement célébrer une autre étape réussie, mais l'expression sur son visage suggérait qu'il avait soigneusement planifié autre chose. En fouillant dans la poche de son manteau, Étienne sortit une petite boîte en bois. Camille rit immédiatement et haussa un sourcil. « Est-ce que je devrais m'inquiéter ? Seulement si tu n'aimes pas les propositions bien organisées, répondit-il. Elle ouvrit la boîte et n'y trouva pas une bague de fiançailles, mais un marque-page en bronze magnifiquement gravé, en forme de la ligne de toit courbe du bâtiment historique restauré. Soigneusement gravé à sa surface se trouvaient 4 mots simples. Demande de coopération à long terme. Camille rit si fort que des larmes se formèrent presque dans ses yeux. Tu as vraiment transformé une déclaration en document de projet. Je pensais que la cohérence était importante. Elle regarda à nouveau le marque-page tandis qu'Étienne continuait de parler. Au cours des 3 derniers mois, j'ai achevé ce que tu appelais la période d'essai. J'ai respecté chaque limite que tu as posée. J'ai appris ta commande de café, ton habitude d'oublier de déjeuner pendant les échéances, et exactement combien d'heures tu peux travailler avant de prétendre que tu n'es pas épuisé. J'ai aussi découvert que peu importe ton succès, tu continues de t'excuser auprès des meubles après t'être cogné accidentellement dedans. Elle se couvrit le visage, incapable de s'arrêter de sourire. Je n'ai jamais voulu te sauver, continua Étienne doucement. Je n'ai jamais voulu que tu m'aimes parce que j'étais là après que quelqu'un d'autre t'ait blessé. J'aime la femme que tu es devenue parce que tu as refusé de laisser ton passé décider de qui tu serais. Tu me mets au défi, tu m'inspires et tu me rappelles chaque jour que la gentillesse est plus forte lorsqu'elle n'attend rien en retour. Alors, j'aimerais soumettre ma candidature pour rester à tes côtés, pas pour 3 mois, mais pour aussi longtemps que tu voudras de moi. La cour devint complètement silencieuse. Camille le regarda un long moment avant de refermer la boîte en bois. J'ai une condition. Étienne sourit. J'en attendais au moins une. Que tu ne cesses jamais de demander. Il parut perplexe. Demander. Tu demandes toujours avant de me prendre la main. Tu demandes avant de rester tard. Tu demandes avant de m'aider. Tu demandes parce que tu respectes mon choix. Il hocha la tête. Cela ne devrait jamais changer. Cela ne changera pas. Camille fit un pas de plus et glissa doucement sa main dans la sienne. Alors ta candidature est acceptée.
pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés des années plus tôt dans le laboratoire du professeur Valois, Étienne oublia complètement chaque phrase soigneusement préparée. Il rit simplement, entoura Camille de ses bras après avoir vu son signe d'approbation et la serra contre lui avec la même certitude tranquille qu'il avait aidé à reconstruire sa vie depuis le début. Presque un an plus tard, les membres de la famille, les amis proches, les collègues et le professeur Valois se rassemblèrent pour une petite cérémonie de fiançailles. Contrairement au mariage extravagant que Camille avait autrefois planifié, cette célébration se concentrait entièrement sur les personnes qui se souciaient sincèrement de leur bonheur. Il n'y avait pas de décoration somptueuse conçue pour impressionner des étrangers, pas de liste d'invités interminable remplie de connaissances lointaines et pas de faux-semblants prétendant que la perfection existait. La cérémonie eut lieu dans un jardin botanique paisible surplombant un petit lac entouré de fleurs printanières et de la chaude lumière de l'après-midi. Le professeur Valois accompagna fièrement Camille vers Étienne avant de faire semblant de s'éclaircir la gorge avec un sérieux exagéré. « Étienne, annonça-t-il assez fort pour que tout le monde entende. Si jamais tu la traites mal, j'ai assez d'influence pour te retirer de chaque projet de recherche pour les 20 prochaines années. » Des rires remplirent le jardin. Étienne s'inclina respectueusement. « Je comprends, professeur. Je ne plaisante pas. Je sais. » Camille rit à travers des larmes de joie alors que le professeur Valois plaçait sa main dans celle d'Étienne. Au lieu de faire des promesses dramatiques, Étienne regarda directement dans ses yeux. « Je ne peux pas promettre que la vie sera toujours facile, dit-il doucement. Je ne peux pas promettre que nous ne serons jamais en désaccord ou que nous ne ferons jamais d'erreur, mais je promets que ta voix comptera toujours. Je promets d'écouter avant de supposer, de m'excuser quand j'ai tort et de me tenir à tes côtés au lieu de me mettre sur ton chemin. Plus important encore, je promets de ne jamais te faire sentir que te respecter signifie me perdre. » Camille sourit à travers ses larmes. « Et je promets de ne jamais cesser de choisir la vie que nous construisons ensemble. » Ils échangèrent des alliances pendant que tout le monde applaudissait, non pas parce que la cérémonie était grandiose, mais parce que chaque mot prononcé cet après-midi-là était sincère. Plusieurs semaines après les fiançailles, Camille reçut une enveloppe inattendue sans adresse de retour. Elle reconnut immédiatement l'écriture d'Antoine avant de l'ouvrir. La lettre était courte. « Camille, j'ai appris que tu allais te marier. Il y a des années, je croyais que si je cherchais assez longtemps, travaillais assez dur ou m'excusais assez, je pourrais d'une manière ou d'une autre gagner une autre chance. Je comprends enfin que l'amour ne se restaure pas par le regret. Tu m'as donné un avenir et je l'ai détruit par mes propres choix. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre, pas quelque chose que tu devrais porter. Je ne demande plus de pardon. J'espère seulement que ton avenir t'apportera le bonheur que je n'ai pas su protéger. Prends soin de toi, Antoine. » Camille plia la lettre soigneusement avant de la placer dans un tiroir. Elle ne ressentait ni colère ni satisfaction. Il n'y avait que la paix. Antoine avait enfin accepté ce qu'elle avait compris 5 ans plus tôt, que certains chapitres étaient destinés à se terminer de façon permanente. Un soir, peu avant le mariage, Camille et Étienne se tenaient ensemble sur le balcon de leur appartement, regardant les lumières de la ville apparaître lentement sous le ciel nocturne. La même valise qu'elle avait transportée à travers un continent des années plus tôt reposait tranquillement dans une pièce de rangement à proximité. Elle n'était plus un symbole de fuite, mais un rappel de son courage. Étienne remarqua son expression pensive. « À quoi penses-tu ? » Elle sourit. « À la nuit où je suis partie. Est-ce que tu souhaites parfois que les choses se soient passées différemment ? » Camille considéra la question avec soin. « Je souhaite n'avoir jamais connu la trahison, » admit-elle. « Mais je ne regrette pas d'être partie. » Elle regarda vers l'horizon où la dernière lueur du soleil s'effaçait dans le lointain. « Si j'étais restée parce que j'avais peur de tout recommencer, j'aurais peut-être passé le reste de ma vie à essayer de réparer une relation qui ne méritait plus d'exister. Je n'aurais jamais découvert la personne que j'étais capable de devenir. » Elle prit la main d'Étienne. Partir n'était pas la fin de mon histoire. C'était le commencement. Des années plus tard, lors d'une conférence publique devant des centaines d'étudiants, quelqu'un demanda à Camille quelle avait été la décision la plus importante de sa vie.
Le public s'attendait à ce qu'elle mentionne une percée scientifique, un prix prestigieux ou le projet de conservation qui l'avait rendue internationalement respectée. Au lieu de cela, elle sourit doucement et répondit d'un seul mot. Partir. L'auditorium devint complètement silencieux. J'avais l'habitude de croire que s'en aller signifiait un échec, continua-t-elle. Maintenant, je comprends que quitter le mauvais endroit peut être la décision la plus courageuse qu'une personne puisse prendre. La guérison n'arrive pas parce que les gens qui vous ont blessé finissent par souffrir. La guérison commence quand vous cessez de permettre à leur choix de contrôler votre avenir. Ma vie n'est pas devenue belle parce que quelqu'un a regretté de m'avoir perdue. Elle est devenue belle parce que j'ai enfin appris à me choisir moi-même. Lorsque la conférence se termina, Étienne l'attendait à la sortie avec 2 tasses de café, tout comme il l'avait fait d'innombrables fois au fil des ans. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda-t-il. Camille sourit, glissa sa main dans la sienne et hocha la tête. Oui. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble sous le ciel du soir, Camille réalisa que le bonheur n'avait jamais consisté à prouver qu'Antoine avait tort ou à regarder Sandrine faire face aux conséquences de ses actes. Leur regret leur appartenait à eux seuls. Sa plus grande victoire était quelque chose de bien plus calme et d'infiniment plus précieux. Elle s'était éloignée de l'endroit qui l'avait brisée, s'était reconstruite avec patience et détermination, s'était entourée de personnes qui respectaient sa valeur et avait créé une vie qui ne dépendait plus des excuses de qui que ce soit. Cette histoire nous rappelle avec force que la fin d'une relation, même par une trahison douloureuse, n'est jamais la fin de notre propre valeur personnelle. Camille a choisi de ne pas s'enfermer dans le rôle de la victime, mais d'utiliser cette rupture comme un tremplin pour sa carrière et sa croissance personnelle. Le véritable héroïsme ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à se reconstruire une vie si pleine de sens que le passé n'y a plus aucune emprise. La leçon fondamentale ici est que le respect de soi est la base de tout véritable amour et de toute réussite durable. Étienne représente cet amour sain qui ne cherche pas à posséder, mais à soutenir et à respecter l'autonomie de l'autre. En fin de compte, Camille n'a pas gagné parce qu'elle a réussi professionnellement, mais parce qu'elle a trouvé la paix intérieure. Et vous, avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de quitter une situation ou une personne pour vous protéger et vous retrouver? Pensez-vous que le silence et le succès sont les meilleures réponses face à une trahison? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse une épreuve similaire aujourd'hui.